Larry, merci de me recevoir dans ton antre. Là, on est donc au Pro Gym. Ça fait plaisir. Et ça fait 10 ans qu'on se connaît. Oui, bien sûr, c'est vite, hein, ça passe vite. Le temps passe vite, ouais. Ouais. Et on est ici un petit peu dans un petit musée parce que je vois qu'il y a plein de trophées que tu as au mur. Oui, mon Wall of Il y a Fame. tes fameuses couvertures de magazines. Tu as fait Muscle Mag International, tu as fait... Ouais, j'ai fait, je crois, j'ai fait 12 couvertures de magazines à date. Et c'est des gros magazines, quoi. Ouais, j'étais chanceux. Ça fait combien de temps que tu es dans le circuit de la compétition? J'ai fait mon premier concours en 1994. Et puis c'était... Tu avais quel âge à l'époque? J'avais 21, 22 ans dans ce style. Ouais. Et puis, ouais, je travaillais au gymnase, il y a un gars qui se préparait pour un concours, et puis il m'a dit, écoute, je me prépare pour un concours, tu voudrais peut-être le faire parce que tu gagnerais peut-être ta classe. Puis moi, je n'avais pas vraiment pensé de faire un concours, j'ai dit, bof, je vais y penser, la nuit porte conseil, donc j'ai pensé, le concours était seulement environ 5 semaines plus tard. Donc j'ai dit, ok, je vais m'essayer, par curiosité. Et puis j'ai fini par gagner ma classe, j'ai gagné toute catégorie, j'ai gagné le meilleur poseur, j'ai battu le gars qui m'a donné l'idée de faire le concours. Et puis c'était bon, ben, c'est plaisant ça, j'aime le feeling. La victoire, c'est sur mon petit velours. Donc j'ai continué, j'ai pris 2 années pour prendre un petit peu plus de masse musculaire. Ouais. Après ça, j'ai fait le concours Monsieur Montréal, je suis arrivé 2e, j'ai fait la province de Québec, je suis arrivé 2e. Et puis après ça, je connais tout le concours. J'ai pris un petit peu de temps off pour me concentrer sur ma business. Donc tu es coach en fait, c'est ton métier. Ouais, je suis entraîneur à temps plein depuis 1992. Oh. Donc je suis mon propre patron, je fais mes propres horaires, c'est génial. Et je pratique ce que j'aime faire. Donc moi, il n'y a pas une journée que je me lève le matin et puis que je me dis « Oh bordel, il faut que j'aille travailler ». Non, j'adore mon travail, je ne considère même pas ça un travail. J'aime aider les gens, j'ai la petite mentalité de sauveur et puis je veux sauver tout le monde et puis leur apporter quelque chose de positif. Donc quand tu apprécies ce que tu fais, c'est pas du travail. Donc, tu vis de ta passion. Moi, tu sais que j'en parle beaucoup de ça, donc de sa passion. La passion et l'amour priment tout, même au-dessus de la discipline. Parce que la discipline, comme mon mentor disait, c'est un mythe. C'est une question d'amour. Donc qu'est-ce que tu aimes le plus? Est-ce que tu aimes manger des burgers ou tu aimes atteindre le physique de tes rêves? Donc c'est une question d'amour. Donc si tu aimes plus les burgers, fait que triper tes papilles gustatives pour quelques secondes, ben c'est ton choix, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Mais viens pas te plaindre après que je vais pas aller sur une plage parce que je n'aime pas me montrer, puis tout le monde avec le narcissisme. Non, ça c'est un cop-out, ça c'est toi qui n'es pas fier de toi et tu trouves des excuses pour pas aller passer une journée à la plage avec ta famille, tu vas les priver de ça parce que tu ne te sens pas à l'aise dans ton corps par les propres mauvais choix que tu fais. Et ces mauvais choix-là vont se refléter sur ton physique. Et puis ben, quand tu vois quelqu'un qui est obèse, ben, en quelque part, inconsciemment, tu sais qu'au niveau discipline, il n'a pas beaucoup, au niveau de confiance en soi, il n'a pas beaucoup, il laisse ses tentations l'emporter, et puis il ne fait pas nécessairement ce qu'il a besoin de faire. C'était qui ton mentor? Tu parles de ton mentor. Moi j'étais chanceux. Moi, j'ai rencontré Charles Poliquin en 1995-96. Charles a la réputation d'être le meilleur strength coach sur la planète, le more successful strength coach sur la planète. Lui avait la réputation que si un pays voulait des médailles aux Olympiques, il engageait ce gars-là. Donc, il travaillait acharnément pour être le meilleur. Son tarif horaire était 1100 $ de l'heure si tu voulais l'entraîner. Bon, à l'époque. Ouais. Et puis nous qui étions ses élèves et ses amis, il nous donnait un prix spécial à 600 $ de l'heure si on voulait se faire entraîner par lui ou lui poser des questions. Donc quand il est dans la ville, il venait donner des séminaires. Moi, je le prenais tout le temps, une demi-heure ou 1 heure après le séminaire, on allait prendre un café. Et puis moi, je posais les questions sur mes cas problèmes de clients. Donc, j'ai un problème avec lui, qu'est-ce que je devrais faire? Donc, lui me donnait des conseils.
Et Charles avait sa propre certification d'entraîneur qui était la plus poussée sur la planète. Tu as des différents niveaux. C'est le PICP, Pelican International Certification Program. Et quand tu es arrivé le plus haut niveau, niveau 5, tu es forcé d'avoir un athlète qui gagnait soit une médaille aux Olympiques ou aux Jeux mondiaux. Donc, quand tu étais un niveau 5 PICP, tu étais un athlète très reconnu. Un coach très reconnu et de renommée. Donc, moi, j'ai connu très de bonheur dans ma carrière parce que c'est un gars qui étudie ici à Ottawa et c'est un francophone. Donc on était chanceux, on avait un francophone qui donnait des cours en français et en anglais. Tu es bilingue, tu es parfaitement bilingue. Ouais, moi je suis parfaitement bilingue, ouais. Et puis Charles m'a vraiment amené à un autre niveau parce que dans le temps, moi, dans le culturiste, c'était bon, on fait 4 séries de 10 répétitions, poitrine, biceps une journée, jambes le lendemain, dos, triceps, c'était chanceux, tu mettais des épaules en quelque part là-dedans, tu prenais une journée de repos et tu recommences. Et tout le monde s'entraînait comme ça faisait aucun sens. Il n'y avait aucune logique en arrière de l'entraînement. Et Charles, puisqu'il venait de background de plus de sport athlétique, performance, a mis de l'intelligence dans les programmes d'hypertrophie et de masse et qui a fait qu'on... Vous avez passé un cap et un niveau. On avançait à vitesse lumière. Donc ça m'a mis des années en avance de pas mal tout le monde ici, à part ceux qui suivaient les mêmes cours que moi. Ouais. Et puis, et on a gardé une très bonne relation avec les années. Et par la suite, Charles a même... Ça y est, parce que Charles est décédé, malheureusement, l'année passée. Problème cardiaque, congénital de sa famille. Lui a déjà un frère qui est né, qui avait le cœur à l'envers. Donc, il a vécu seulement une couple de jours. Ouais. Son père est décédé du cœur. Donc, problème congénital, il pensait qu'il avait ça sous contrôle. Mais, comme Charles disait, il dit... Pour être le meilleur au monde pendant environ 20 ans, le gars il dormait seulement environ 4 heures par nuit et donnait des séminaires partout sur la planète, donc les décalages horaires, les fuseaux horaires et tout. C'était très... ça affectait sa santé. Ça affecte énormément la santé. Donc, dans les dernières années, on voyait qu'il s'en venait un petit peu plus frêle. Et puis il avait dit l'erreur que j'ai faite est d'avoir essayé d'être le meilleur au monde en seulement dormir 4 heures par nuit. Et ça, tu ne peux pas rattraper le sommeil. Alors, on parlera de ça, l'importance du repos. L'importance du sommeil, oui, parce que le sommeil est maintenant côté numéro 2 sur le contrôle de poids. Donc, la diète numéro 1, sommeil numéro 2, et après ça, c'est l'entraînement physique. Donc, c'est tes principes, en fait. Eat, sleep, repeat. Train, repeat. Repeat. Ouais. Donc, on va développer ce sujet dans une deuxième partie. Ouais. Continue le process. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette évolution du coaching? Parce qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui des coachs. Ouais. Il y a de plus en plus d'écoles, en fait, qui donnent des certificats, des brevets de coach. Dans le temps, il n'y avait pas grand-chose. Il fallait chercher l'information dans le temps. L'information n'était pas disponible comme aujourd'hui. Il fallait que tu dépenses de l'argent. Parce que les bons conférenciers se promènent un peu partout sur la planète et donnent des conférences. Et puis, il ne faut pas t'attendre qu'ils viennent à ta ville nécessairement. Il faut que tu débourses de l'argent, il faut que tu te déplaces et tu investis dans tes connaissances. Ça te revient après. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Tu as tout à portée de main. Les informations, dans le temps, avant l'Internet, changeaient à tous les 18 mois. Maintenant, c'est aux 18 secondes. Donc, tu veux une information, tu la googles, tu l'as automatiquement. Dans le temps, là, tu as la librairie, là, tu cherches le bouquin, tu as l'information, là, tu lis. Si tu n'es pas anglophone, il fallait trouver des choses en français aussi. Eh oui, encore plus. Donc, c'est un travail ardu que la plupart du temps, le monde disait « Ah, gars, c'est trop compliqué, je vais demander à quelqu'un. » Puis là, tu avais l'information biaisée de quelqu'un d'autre, qui n'est pas nécessairement la bonne. Ouais. Maintenant, toute l'information est là, mais tu as aussi la désinformation aussi, tu as des informations qui est carrément pas bonne. Donc, il faut que tu saches la source à laquelle tu vas briser tes connaissances. Et puis, il y a des très bons conférenciers qui ont des très bonnes réputations. C'est juste à savoir lesquels qui valent la peine. Donc, c'est sûr, quand on commence dans le milieu, tu ne sais pas trop c'est qui vaut la peine d'écouter, mais quand ça fait longtemps, tu connais, bon, tu apprends le milieu, tu apprends qui a des bonnes informations, qui ça ne marche pas. Et Charles a toujours eu la réputation que bon, les résultats parlent pour eux-mêmes. Donc Charles,
Charles te respectait si il entendait parler que les résultats de tes clients valaient la peine d'être répétés. Donc moi, il m'a donné les plus grands éloges que j'ai eu dans ma carrière de culturiste, parce qu'il avait écrit un article, là, environ 2-3 ans de ça, sur sa propre liste des meilleurs coachs sur la planète. D'après le critère pour faire la liste est-ce qu'il laisserait sa propre fille se faire entraîner par cet entraîneur-là? Et puis moi j'avais fait de la liste. Tu étais dans la liste? Ouais, j'ai fait de la liste. On était 2-3 du Québec qui a fait sa liste. Et puis ça a été énorme pour moi de voir que mon mentor me considère un des meilleurs sur la planète. C'est comme, waouh, je peux pas avoir la meilleure récompense d'avoir rushé toutes ces années-là, avoir accumulé des connaissances, mais quand je le voyais, il me disait « ça va bien tes trucs ». Puis je m'en souviens, en 2005, je venais de gagner un championnat mondial, puis je venais de gagner le titre d'entraîneur de l'année pour une fédération. Et puis je m'en vais à un séminaire, et il est là, il dit « Hey, ça va bien tes choses ». Je dis « Ouais, ben, je viens de gagner un championnat mondial en culturisme naturel, et puis je vais gagner… » Il dit « Hey, je savais même pas pour ça ». Je dis « De quoi tu parles d'abord ?» Il dit « Non, tu es le seul coach en dehors du Québec que j'entends des bonnes choses. Donc ta réputation dépasse ta province. » C'est la première fois que je savais que j'entendais parler que quelqu'un autre que dans ma province parlait de moi. Donc c'est comme, ok, waouh, j'avais aucune idée. Donc de savoir que ton mentor te respecte est énorme. Parce que moi au début, moi j'étais le petit gars dans les cours que, bon, une chose, quand tu suivais un séminaire avec Charles Poliquin, il commence le séminaire en disant, bon, mais quand c'est le temps de pause, c'est ma pause aussi, donc je ne veux pas me faire poser de questions et tout, mais c'est sûr, quand la pause arrivait, ben moi je suis le gars qui arrivait à son bureau en avant, puis je posais des questions, puis il me répondait un peu, après ça il me disait « à ton minute je reviens », puis il partait, il ne revenait pas, parce que je faisais ce qu'il disait de ne pas faire. Donc pendant très longtemps, je ne savais pas comment Charles te considérait? Comme me considérait, si il pensait juste que c'était juste un culturiste, gros bras, pas de tête, et puis quand j'ai su qu'il a fait de la liste, puis quand il me donnait des éloges, j'ai vu, ok, vraiment, ok, je pense que je m'en vais vers quelque chose de bon, parce que mon mentor me donne des éloges, et puis c'est le boost de confiance qui vient avec ça, c'est incroyable. Donc quand tu sais que tu fais un bon job, c'est le fun quand tu le fais reconnaître, parce que tu sais, tes clients qui connaissent pas grand chose à l'entraînement, c'est sûr que tu lui fais perdre 25-50 livres de gras, puis pour lui, t'es un dieu, pour nous c'est facile, pour nous on est seulement les guides. Si la personne suit nos conseils et a des résultats, tant mieux. Mais nous on s'attend qu'il y ait des résultats, on n'est pas surpris. La difficulté, c'est qu'il faut que la personne suive aussi ses conseils, aille au bout au niveau de l'entraînement. Et je me suis déjà fait dire par certains clients, bon ben, tu ne donnes jamais d'éloges, moi je suis pas là comme coach pour te donner des éloges et te dire ouais, tu as fait une bonne job, parce que je m'attends que tu fasses une bonne job. Moi, je suis là pour te dire quand tu fais pas une bonne job. D'accord? Parce que tu as assez d'amis et de famille qui te disent ah, t'es en shape, t'es bonne, t'es ici, t'es ça, mais c'est tout biaisé. Moi, je te donne l'heure juste. Et puis, je m'attends que tu aies des résultats. Donc, quand tu as des résultats, je parle wow! Non, je m'attends que tu aies des résultats. Tu me paies pour avoir des résultats. Donc, pourquoi je serais surpris? Moi, je vais être surpris si tu n'as pas de résultats. Et là, je vais me casser la tête à savoir est-ce que c'est parce que tu ne suis pas mes conseils? Ou parce que je suis à côté de la traque et puis je te donne pas en tout qu'est-ce que tu es supposé de faire. D'accord? Après ça, moi, je demande tout le temps à mes clients quand ils rentrent dans mon bureau, bon, sur une échelle de 1 à 10, tu as suivi mes conseils A. Et s'il me dit, ah, Larry, il est arrivé ci, il est arrivé ça, j'ai un mariage, j'ai un baptême, j'ai pu... Il y a des excuses. Il y a des excuses. Parfait, on prend ça en considération. Mais si tu me dis que tu as suivi mon plan nutritionnel à 5 sur 10, ben, ton devoir sur la prochaine rencontre va suivre le programme 9 sur 10 ou 10 sur 10 pour que je puisse vraiment voir si on est dans la bonne voie ou pas. Mais si tu n'as pas suivi ce que je t'ai donné en premier lieu, je ne ferai pas de modification à ton plan parce que le plan peut-être est parfait pour toi et c'est juste pour toi de le suivre. Donc, si le client est très motivé et puis il suit le plan et ça va bien, donc tant mieux, on a des résultats. Si ça ne va pas comme que je veux et qu'il me jure qu'il est un bon petit soldat puis il a suivi ça à 9 sur 10, donc dans ce cas-là, c'est moi à se casser la tête, voir ok, quel problème et est-ce qu'il y a un problème
qu'on ne connaît pas, problème de santé, quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a tout un aspect psychologique aussi qu'un coach doit avoir. Très psychologique, oui. Oui, puis il faut qu'on soit caméléon aussi, parce que chaque personne a une dominance à un certain neurotransmetteur. Donc, quelqu'un qui est très, très dominant au niveau de la dopamine, c'est quelqu'un qui va rentrer dans ton bureau, il va être très confiant. Il est tellement confiant qu'il n'a même pas besoin d'essayer de te prouver qu'il est confiant, il sait d'avance. Donc, Charles Poliquin était le poster child pour le dopamine. Charles rentrait dans une pièce et tu savais en 2 secondes qu'il était le mâle alpha. OK. Et que peu importe ce que tu fais, lui, il s'en fout, il sait ce qu'il fait. Et que tu prends quelqu'un qui est complètement à l'opposé, quelqu'un qui est prédonnant sa sérotonine, ouais. Il va être très introverti, il va toujours très calculer ce que tu... Il est obligé de te comprendre de fond en comble ce que tu lui dis, sinon il ne sera pas capable de l'appliquer. Tu as des types qui sont plus adrénaline, tu as des sous-types, des sous-types. Plusieurs profils alors. Oui, un gars qui est plus adrénaline, voire ce qu'on appelle un people pleaser, va tout le temps vouloir te plaire. Donc il va te donner les réponses qu'il pense que tu veux entendre. Okay. Tu comprends? Ah ouais. Donc il faut que tu utilises la psychologie pour savoir. Puis ça commence direct quand que le client rentre dans ton bureau. Okay. Sa posture, comment il place ses pieds, la poignée de main. Et puis, qu'est-ce que je fais souvent, c'est que je le fais asseoir et puis je fais à semblant que je suis en train de finir un truc pour voir est-ce qu'il va être sur le bout de sa chaise, est-ce qu'il va être relax, les jambes croisées. Et puis ça donne des indices sur quel type de neurotransmetteur qui est plus dominant. Donc, ça peut aligner le type d'entraînement aussi. Parce que ça peut te guider par rapport à chaque neurotype a un style d'entraînement qui va être plus propre à lui. Et puis si tu vas à l'opposé, il n'y aura pas de motivation. Il ne viendra pas s'entraîner parce que c'est trop à l'opposé de ce qui est sa nature. Okay. Donc quelqu'un qui est très dopamine, tu vas voir surtout des powerlifters, des haltérophiles, des gars qui vont lever super pesant. Sérotonine, tu vois plus un genre de marathonien, crossfit peut-être. Adrénaline, ça c'est bodybuilding. Okay. Tu veux plaire à tout le monde, donc tu veux avoir le plus beau physique pour que le monde t'admire. Tu as besoin de cette admiration, ce sentiment. Pour assurer ton ego. Ouais, ce sentiment de te faire aimer. Et puis si tu apprends que quelqu'un ne t'aime pas, ça te met à l'envers. Pourquoi qu'il ne m'aime pas? Puis là, tu vas essayer de tout ton possible d'essayer de plaire à cette personne. Donc, tous ces trucs-là peuvent déterminer un peu quel type de personne tu as à faire. Et puis, ça peut t'aligner vers, OK, toi, il faut que je sois plus ferme. Et puis, toi, tu fais ça. Et l'autre, ben, je te suggère de faire ça. Okay. Surtout les femmes. Tu ne peux pas dire aux femmes quoi faire. Tu dis, je te suggère de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, il faut qu'il y ait le genre de sentiment qu'ils sont impliqués dans le processus de décision. Je comprends tout à fait. Donc, et ça, tu t'es amélioré avec ton expérience, parce que tu ne l'avais pas peut-être au départ. Non, ça, donc c'est important l'expérience lorsqu'on choisit un coach. C'est très important, parce que on a beaucoup de chapeaux comme coach. On est coach, on donne des conseils en nutrition, de sommeil, et tout. Il faut savoir s'adapter à ça. Okay. Et puis, c'est beaucoup de psychologie. Au début, tu ne sais pas ces trucs-là. Donc, tu lis, tu apprends, ah, c'est intéressant, les neurotypes, ah ouais, c'est intéressant. Et puis, t'en apprends, et à chaque jour, tu essaies d'apprendre quelque chose. Et puis, sur les postures corporelles, juste les poignées de main, choses comme ça donne beaucoup d'indices. Et puis, ça peut permettre de vraiment tailor, en anglais, l'entraînement spécifique à cette personne-là pour pouvoir la garder motivée. Parce que si c'est complètement à l'opposé de sa nature, il n'y aura pas la motivation à long terme, il va lâcher, c'est trop à l'opposé de ce qu'il fait. Donc, faut que tu t'adaptes. Et dans le temps, il n'y avait pas rien de ça. On apprenait en anglais sur le fly. Ouais. Et puis, à la longue, on vient à, OK, bon, ça, je vois, il y a un pattern qui se développe, OK, ça. Et puis, tu commences à compartimenter certaines choses. Bon, ben, gars, ça se passe comme ça, c'est toi, ok, lui est comme ça. Et puis tu peux aligner plus aisément l'entraînement, la nutrition et tout vers ce qui va donner des résultats. Parce qu'à la ligne,
qu'est-ce que tu cherches chez les résultats. Donc moi, ma job, c'est de te donner des résultats. C'est pas nécessairement t'expliquer le comment, pourquoi et tout. Ça, on le fait, mais qu'est-ce qu'on appelle un brain picking fee. Donc, moi, ma job, c'est te mettre en shape pour peu importe si c'est une compétition, un mariage ou peu importe. C'est pas nécessairement te dire le pourquoi. Je te donne une idée de base parce que c'est toujours plus facile de suivre quelque chose quand tu comprends le mécanisme à l'arrière. Mais on a un brain picking fee pour ces personnes qui disent ben moi, je veux vraiment savoir là, pourquoi tu m'as mis une diète keto et tu m'as pas mis de glucides. Je vais donner une petite idée, mais si je veux voir plus en profondeur, pas trop, je vais te l'expliquer. On va prendre 1 heure de consultation ensemble et puis ben, les connaissances, ça se paie. C'est une pédagogie aussi. C'est une pédagogie, ça fait partie aussi du training en fait, ça fait partie du plan. Moi, ce que j'ai apprécié chez toi, il y a 10 ans, donc tu m'as entraîné quelques mois, et je me souviens, j'avais été pris pour un clip pour jouer un gladiateur. Je ne sais pas si tu t'en souviens, je devais partir à Philadelphie, tout ça. Tu m'avais fait donc la dernière préparation des dernières semaines avec tous les petits encas que je devais emporter, tous les repas que je devais faire toutes les 2-3 heures, avec la rétention d'eau, etc., etc. Donc tu étais vraiment dans cette approche pédagogique. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié avec toi, hormis l'entraînement, ta sympathie également, ton professionnalisme, c'est ta curiosité. On n'avait pas beaucoup parlé à l'époque des oméga 3. On avait beaucoup parlé à l'époque des dentitions. Tu te rappelles voilà, tout ce qui est anthropologie aussi. Et donc, je pense que tu apprécieras ce que j'ai écrit dans les livres. Donc, ça t'apportera peut-être un point de vue aussi éclairé sur la partie végétale, je dirais. Voilà, je ne parle pas de végétarien ou végétalien. Et je t'avais dit à l'époque, donc moi, je mangeais plus de viande. Tu m'avais dit, ça va être compliqué. Et tu avais raison. J'ai pas pris de poids depuis. Alors, je voudrais avoir ton avis là-dessus sur. J'aimerais qu'on parle de prise de masse. J'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, on a tous je dirais des préjugés par rapport à certains types d'alimentation. Et on a des choses qu'on prend comme acquis, ou on a des fois des certitudes sur certaines choses. Quel est ton point de vue aujourd'hui, toi, sur l'aspect des végétariens ou même les végans dans le culturisme? Est-ce que tu en as fréquenté? Quel est ton point de vue là-dessus? Ouais, c'est sûr. Ben, les vegans, c'est un petit peu à la mode ces temps-ci. Il faut savoir que si ton but est de baisser ton pourcentage de graisse, forcément, il faut qu'il y ait un déficit calorique. Ça, c'est primordial. Maintenant, une fois que tu as un déficit calorique établi, le type de nutrition que tu vas suivre est plus ou moins important pour la perte de gras. Le fait que tu peux être une diète keto, tu peux être une diète high carb, en autant que tu as un déficit calorique, ça va marcher. Maintenant, il y a certaines diètes que tu vas te sentir mieux que d'autres. Donc, moi, j'ai fait tous les types de diètes. J'ai été mon propre cobaye pendant des années. J'ai tout fait. Sur keto, bon, ceux qui ne savent pas keto, tu as 60-70% des calories de gras, 30% des protéines, très très peu de glucides, un peu de légumes verts. Keto, c'est cétogène, c'est ça? C'est cétogène, oui. Les diètes cétogènes. Très bonne pour si quelqu'un a l'épilepsie. Très bon, quelqu'un qui a le cancer, parce que certains, comme pas tout, mais certains cancers se nourrissent beaucoup de sucre. Donc, tu enlèves le sucre, tu enlèves la nourriture pour le cancer. Ça a des bénéfices, mais certaines personnes, tu mets keto et puis ils se sentent mal, leur cholestérol, le LDL monte et tout. C'est certains génotypes pas pour tout le monde, qui font bien avec keto et d'autres non. Donc, faut que tu checkes. La diète, généralement, là, si on va avec Weston Price, avec son livre Nutrition Degeneration, tu vois que, dépendant de tes ancêtres, d'où sont tes origines, tu devrais le plus possible ressembler à ça. Parce que ton ADN, tes gens n'ont pas changé beaucoup dans les derniers 40 000 ans. D'accord? Donc, on a pas mal le même système digestif que quand on était des hommes des cavernes. Donc, l'agriculture, ça fait seulement 10 000 ans que ça existe. Avant ça, on était des hunter-gatherers. En français, on dit quoi? Hunter-gatherers. Les chasseurs et les... chasseurs-cueilleurs. Chasseurs-cueilleurs. Et voilà. Et puis, on était comme ça pour environ 2,4 millions d'années. Donc,
ceux qui disent on ne connaît pas l'effet à long terme d'une diète cétogène, parce qu'on mangeait cétogène pendant des milliers d'années. Ouais. C'est le principe du régime paléo, c'est ça? Ouais, paléo, ouais. Donc, mange ce que la nature t'a donné. Donc, c'est sûr que si tu donnes des ananas à un Esquimau, il va sûrement se rendre malade. Et si tu donnes du gras de baleine à un Hawaïen, il ne filera pas top shape non plus. Donc, tu manges après tes origines. Mais maintenant, c'est sûr, tu as un Asiatique qui a couché avec un Africain. Bon, l'enfant, il mange quoi? C'est plus compliqué dans ce temps-là. Ouais. D'accord. Tu fais un amalgame, mais il y a certains questionnaires que tu peux suivre, comme le Metabolic Typing Diet qu'on appelle. C'est un genre de questionnaire que tu peux suivre et ça donne une idée de base vers quoi tu devrais t'aligner. Mais dans les vegans, il n'y a pas grand-chose qui est vraiment vegan sur la Terre. C'est par rapport à l'apport de protéines. L'apport de protéines végétales, la biodisponibilité n'est pas la meilleure. Et quand tu es sur un programme nutritionnel où ce que ton but est de perdre ton pourcentage de gras, la plupart du temps, c'est sûr, il faut établir un déficit calorique. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on baisse tranquillement les glucides. Mais quand ton alimentation est seulement basée sur des glucides, donc la seule manière de perdre du gras, ça va être avoir un déficit calorique, point. Mais là, les protéines aident à préserver ta masse musculaire. Donc, en déficit calorique, ton but, c'est de préserver le maximum de masse musculaire possible pour garder ton métabolisme actif et accéléré. Donc, les protéines sont importantes. Si tu manges seulement des protéines végétales, il faut là que tu fasses des combinaisons de protéines, donc des haricots avec du riz vont donner une protéine complète, quinoa, c'est une protéine complète. Mais tu as beaucoup de glucides là-dedans. Mais tu n'as pas le choix d'avoir un autre glucide qui est élevé. Ouais. Donc, si tu dis, moi, je vais perdre du gras, je vais baisser les glucides, mais c'est juste que tu manges des glucides pour avoir un apport de protéines quelle allure, parce qu'il faut avoir un certain nombre de protéines par jour pour aider à préserver ta masse musculaire. Donc, si tu vas avec le standard de 1 gramme de protéines par livre de ton poids, parfait. Mais si tu manges seulement tes protéines végétales, il faut que tu fasses des combinaisons, tes calories vont être très hautes pour avoir le nombre de protéines. Donc, protéines animales, plus facile, aminoacides complets, relâche les aminoacides plus graduellement, la biodisponibilité est beaucoup plus haute. Le soja, c'est une protéine complète, le soja quand même. Ouais, mais c'est très, très basse en biodisponibilité. Charles Poliquet avait écrit 2 articles, puis l'article était Soy is for dorks. Il était anti-soya totalement, parce que ça contient des phytoestrogènes. Donc, sur les phytoestrogènes, tu as 2 écoles de pensée. Donc, certains disent, le soya est un phytoestrogène faible, il va occuper les récepteurs d'estrogène plus néfastes, donc c'est une bonne chose. L'autre école de pensée est, non, ça fait juste rajouter plus d'estrogène dans le système, point. J'ai tendance à penser la deuxième, comme de quoi ça fait juste rajouter d'estrogène, parce qu'on l'a vu sur les prises de gras. Donc moi, quand je prends les prises de gras, on utilise un logiciel qui s'appelle la Metabolic Analytic. C'est la dernière génération du BioPrint, BioSig que Charles Poliquet avait développé, parce que chaque place où on pince, donc on prend le pourcentage de gras est relié à une hormone. Donc on peut savoir exactement, on a une idée du profil hormonal de la personne. Donc si on pince la personne et on pèse ses poignées d'amour, la crête iliaque et c'est élevé, on sait qu'il y a un problème d'insuline. Donc on sait que tu manges probablement trop de glucides pour qu'est-ce que ton corps est capable de métaboliser. Et ainsi de suite. Donc, selon où est positionnée la graisse. Et dans les cuisses, les quadriceps, ischio-jambier est relié à l'estrogène. Donc si le gras de cuisse et le gras derrière de cuisse montent, on sait qu'il y a un taux d'estrogène qui est trop élevé. Donc là, il faut essayer de désintoxifier le corps de l'estrogène. Mais l'estrogène est un fléau dans notre société, il y en a trop. Les xénoestrogènes sont partout, donc tout ce qui sent bon contient des xénoestrogènes. Donc les parfums, les crèmes. Considère que ta peau est une bouche et tout ce que tu mets dans ta peau, sur ta peau, si tu ne serais pas capable de le manger, ne le mets pas sur ta peau. D'accord? Donc, la plupart des crèmes que le monde met, le maquillage pour les femmes, contient toutes des parabènes, des phtalates, toutes des choses qui font monter le taux d'estrogène. Tu es très conscientisé par rapport à ça depuis des années. Et après ça, la fille a de la cellulite. Ah, comment ça, je comprends pas. C'est ça, tu as beaucoup de xénoestrogènes dans l'environnement
tel quel, pas besoin d'en rajouter d'autres en plus, parce que là, tu vas te ramasser avec les grosses cuisses, grosses fesses, plein de cellulite, et puis tu vas, je comprends pas, c'est ça. Baisse le taux d'estrogène, donc fais attention à tout ce qui va monter l'estrogène, donc tout ce qui touche ta peau, tous les produits de soya, le tofu, des choses comme ça, légumineuses, à la base, montent certains estrogènes, mais encore là, c'est individuel pour chaque personne. Donc, tout dépend tu peux l'essayer. Si ça ne t'affecte pas, toi, parfait. Mais si tu manges quelque chose et tu vois que tu as des répercussions négatives sur ton physique, peut-être pas une bonne idée. Donc, conclusion, ces régimes-là, ces modes alimentaires-là, végétaliens, végétariens, en fait, ne sont pas forcément conseillés pour tout le monde. Alors, je parle d'un point de vue sportif, pas d'un point de vue éthique. Tu vois, là, c'est la problématique, c'est que quand on va vers un régime végétarien ou végétalien, c'est souvent pour la cause animale. Donc, c'est plus éthique. Donc, là, on va rester sur le j'ai mes points de vue là-dessus aussi, mais point de vue juste performance et tout, c'est beaucoup plus simple avoir une protéine de qualité. Et les dernières recherches qui ont sorti il y a 2 semaines montrent que les viandes rouges, même la charcuterie, ont pas plus que 18% le taux de maladies cardiovasculaires et ainsi de suite. Donc, si ce n'est pas une hausse d'environ 200 à 400%, c'est pas alarmant. Donc 18%, c'est rien. Mais ça dépend des quantités aussi. Ça dépend des quantités et dans tout, il y a de l'abus. Et c'est surtout le mode de vie alentour. Donc si la personne mange des burgers, mais fume des cigarettes, boit de l'alcool, prend des drogues, s'entraîne pas, dort seulement 4 heures par nuit et son sommeil n'est pas nécessairement récupérateur. Ça joue plus en jeu que le gars qui va s'entraîner 5-6 fois par semaine, mange une diète très équilibrée, dort son 8 heures, et ainsi de suite. Donc, parce que quand ils font les tests et puis ils font les statistiques, donc la viande rouge c'est pas bon, mais ils font pas différence entre les sportifs, non sportifs, c'est ça, les fumeurs, non-fumeurs, alcooliques, pour alcooliques. Ils ne prennent pas en considération. Parce qu'avec cette mode du véganisme, je pense que c'est une mode, mais bon, une mode qui va être durable. Donc on en parle beaucoup. Et il y a beaucoup de sportifs aujourd'hui, je pense que pour des intérêts aussi lucratifs, financiers, font l'apologie du végétarisme ou du véganisme. Et ils disent, voilà, regardez le corps que j'ai, c'est possible. Voilà. Donc tu confirmes que ça l'est, mais pas pour tout le monde. C'est possible pour un léger pourcentage de la population, mais c'est très dur. Tu sais, il y a un gars, dénommé Roll, qui fait les CrossFit, là, qui performe. Mais c'est une anomalie, c'est un freak. Dans tout, tu as du monde qui vont faire des choses stupides et quand même avoir des résultats incroyables. Il y a des freaks génétiques dans tout. Et puis, si tu pour faire la diète végane, c'est faisable, mais c'est très compliqué. C'est beaucoup bon, ben je combine ça avec ça, tu ne sais pas. Parce que, écoute, il y a des vegans qui vont manger des Pop-Tarts et des Fruit Loops, ils vont dire c'est vegan parce que c'est pas une bonne idée de faire ça. Beaucoup de légumineux, etc. Peut y avoir des dérives. En tout cas, tu confirmes qu'aujourd'hui, encore dans l'univers, je dirais, du culturisme et du bodybuilding, c'est quand même, je dirais, l'apport des protéines animales, quand même. Ouais. Est-ce que tu as une avis sur le lait? Le lait? Le lait. Le lait entier cru, ouais. Si ton génotype le permet. Tu sais, il y a des tests génétiques maintenant que tu peux faire, comme le 23andMe. Tu sais, tu craches tes prouvettes et on voit ça. Et puis, ils décortiquent tes chromosomes et puis ils donnent un paquet d'informations utiles à ta santé. Moi, je l'ai fait. Et puis, ça me dit, moi, le lactose, j'ai aucun problème. Mais c'est vrai, je peux boire du lait, puis j'aurai aucune flatulence, ça ne m'affectera pas négativement. Mais certaines personnes, c'est le contraire. Donc, si génétiquement, tu es capable... Là aussi, c'est par rapport à la génétique. Tu adaptes donc le modèle alimentaire par rapport à la génétique. C'est faux de dire, ça, c'est pas bon. C'est pas bon dans certains cas. Ça, c'est bon dans certains cas. C'est individuel. Donc, si tu es pour aller faire tout ton genetic profile avec toutes les prises de sang et tout, tu as une meilleure idée de savoir, bon, ben, moi, je peux manger ci, je peux manger ça, je peux m'entraîner combien de fois par semaine, dépendant de mon taux de récupération, et ainsi de suite. Ça, c'est la meilleure, la plus high-tech de le faire. Et puis, si tu as les sous pour faire tous les testings génétiques, ça, c'est parfait. Parce que tu vas savoir exactement noir sur blanc, j'ai les gènes associés à la maladie de cœliaque, donc si je mange du gluten, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais si tu n'as aucun gène allelier associé à la maladie de cœliaque, écoute, mangeons du gluten. Si ça passe, ça passe.
Si ça passe pas, il faut que tu saches écouter ton corps. Mais le problème, le monde a la misère à écouter leur corps parce que si à chaque jour tu manges quelque chose qui te donne une inflammation chronique, tu ne le sauras pas parce que tu es tout le temps en mode inflammation. Faut que tu élimines tout, faut que tu désenfles. Et après tu rajoutes. Et après ça tu rajoutes et après ça tu vois. C'est ça. Mais si tu es constamment dans un état inflammatoire, tu n'as aucune manière de savoir, à moins de faire des prises de sang. Tu peux faire checker ton hémoglobine glyquée, va te donner une bonne idée. Es-tu capable de manger des glucides bien? Parce qu'il y a un tiers des Américains qui sont prédiabétiques ou diabétiques. Un tiers. Et le problème est que quand tu es prédiabétique, il y a 88% de la population qui ne le savent même pas qu'ils sont prédiabétiques. Donc, à moins que tu fasses prendre une prise de sang et tu checkes ton HbA1c, ton hémoglobine glyquée, puis tu dis, bon, tu es à 5,5, oh, je vais commencer à faire attention. Si tu es rendu à 6, tu es diabétique. Mais entre prédiabétique et diabétique, c'est 5 ans. Donc, si tu ne le sais pas, tu es prédiabétique et tu continues tes niaiseries, 5 ans après, tu es diabétique. Et puis là, souvent, nous, dans le culturiste, c'est ça, on calcule tout, on mange tant de grammes de protéines, tant ci, tout est calculé, puis monsieur, madame, tout le monde va dire « Ah, c'est plate, ça, tout tu calcules, nanana. » Une fois que tu es diabétique, là, tu es obligé de calculer tes glucides parce que oui, mais sous la contrainte. C'est ça, une unité d'insuline par 10 grammes de glucides que tu manges. Et si tu prends pas assez d'insuline ou trop d'insuline, tu peux te ramasser aveugle ou amputé d'une jambe. Ici, on a des hivers atroces, right? Ouais. Donc, la personne qui me dit « Bah, moi, j'aime ça, manger du pain quand il ramène à la table, c'est chaud, et puis après ça, je mange un dessert et tout. » Et puis, il dit « Ça, c'est la joie de vivre. » Parfait. C'est bon. Mais il y a toujours un prix à payer. Donc, si plus tard, 5 ans plus tard, tu deviens diabétique, et puis là, tu as trop pris d'insuline, tu n'as pas assez pris d'insuline, tu es rendu aveugle ou amputé en chaise roulante. Les hivers, là, dehors, avec la neige en chaise roulante, là, c'est pas beau. Donc, où est la joie de vivre maintenant? Donc, il y a un prix à payer. Donc, tu veux vivre au jour le jour et manger ce que tu veux quand tu veux? Parfait, mais il y a des répercussions. Jusqu'à combien de temps tu vas être capable de faire ça sans avoir à vraiment être dans la merde? C'est atroce. Mais le monde vive au présent, pense pas nécessairement au futur. Et l'affaire avec les glucides, c'est une grosse majorité du monde sont dépressifs. D'accord? Manque d'oméga 3, le stress et tout. Donc, quand tu manges des glucides, tu as une hausse de sérotonine dans le corps. Sérotonine, c'est ton feel-good hormone. Tu te sens bien, mais c'est temporaire. Donc, tu manges des glucides pendant 20-30 minutes, tu te sens bien, le taux de sucre redrop, tu veux du sucre. Tu veux du sucre, c'est le cycle vicieux. Quand tu contrôles ton insuline, tu contrôles ta santé et tu contrôles ton mood aussi. Donc, l'insuline est l'hormone du vieillissement. Plus ton corps sécrète d'insuline souvent, plus ton corps vieillit rapidement. Donc, c'est toujours la question, est-ce que je veux vivre longtemps? Est-ce que je veux être très performant? C'est une question d'équilibre. Parce que l'entraînement, une chose qu'on ne parle pas, c'est l'entraînement stimule le mTOR. Quand tu veux une longévité, tu veux inhiber le mTOR au maximum. Donc, l'entraînement physique t'aide à dealer avec des situations stressantes et tout, et puis te permet d'avoir une masse musculaire qui va t'aider dans la longévité, parce que si tu n'as pas de masse musculaire quand tu es un petit vieillard et que tu tombes, tu n'as pas la force pour t'empêcher de tomber, tu vas tomber, tu vas casser une hanche et ainsi de suite. Et puis là, tu es rendu immobile, et puis là, c'est le début de la fin. Donc, tu as besoin d'une certaine masse musculaire, mais si tu prends, supposons, un culturiste au niveau professionnel qui fait des compétitions, bon, lui, point de vue longévité, c'est pas la meilleure idée parce qu'il stimule tout le temps le mTOR et il y a des quantités énormes de bouffe qui rentrent, donc insuline qui monte et baisse tout le temps. Donc, à la limite, est-ce que faire du culturisme c'est bon pour la longévité? Non, mais c'est un juste milieu. Donc, n'importe quoi poussé à l'extrême, il y a des répercussions quelque part. Donc, il y a toujours des sacrifices à faire. Donc, tu vas être le meilleur culturiste au monde, ben, ça va peut-être enlever quelques années de ta vie. Toi, tu es tout le temps sous contrôle. Je t'ai jamais vu hors compétition. Bon, là, tu es particulièrement affûté parce que tu as fait une démonstration, en fait, il y a 15 jours, 3 semaines. Ouais. Donc, pour un hommage à Ben Weider. Ouais, ils ont fait la première compétition au nom de Ben Weider. Donc, Ben Weider, puis certaines personnes ne le savent pas, mais Ben Weider a toujours resté ici à Montréal.
Joe Weider, Ben Weider était ici à Montréal avant de s'en aller en Californie et puis développer l'IFBB avec Arnold et tout, mais une grosse partie du culturisme a commencé ici à Montréal et Ben Weider a toujours resté à Montréal, toujours été fidèle à ses racines et est décédé il y a quelques années, donc ils ont fait un concours bénéfice en son nom et j'étais le poseur invité. Alors tu as abordé un nouveau look parce que tu n'avais pas cette barbe avant. J'avais pas la barbe blanche. Moi je suis jaloux parce que déjà elle est super bien taillée, ta barbe elle te va très bien. Tu as commencé à avoir la barbe il y a quelques années, c'est ça? Et la première fois que j'ai eu une barbe, je devais avoir 18-19 ans. J'ai toujours une barbe très fournie. Mais à 18-19 ans, quand j'étais jeune, personne n'avait des barbes, donc ma copine m'a dit « Rase ça, cette affaire-là, c'est quoi ça? » Et puis avec les années, je laissé pousser, et puis ma copine a dit « Ah, moi j'aime ça, moi j'aime ça. » Là, j'avoue, au plus long qu'elle est, oui. J'essaie de toffer jusqu'à temps que ma copine me dit « Ok, là, si tu continues, je me rase plus les jambes et les aisselles. » Donc là, je vais arrêter. Elle m'a dit « Cela, va dire ça. » Donc, je vais voir jusqu'à où je peux laisser pousser, le temps de prendre une couple de photos. On va voir si j'aime ça. En tout cas, c'est un look qui te va bien. Tu es vraiment un showman sur scène. Ouais, écoute, la scène, j'ai toujours adoré la scène. Moi, j'ai un background de théâtre. Moi, ça se voit. À l'école élémentaire, au primaire, on a fait beaucoup de théâtre. On est parti en théâtre, en tournée et tout. Et j'ai toujours aimé la scène, j'ai toujours aimé performer. J'ai toujours dit que si j'aurais pas été un culturiste, j'aurais probablement été un rockstar sur la scène. Moi, sur une scène, puis faire triper des milliers de personnes, wow, je trouve que c'est un feeling incroyable. Donc, moi, la scène, toutes les compétitions, je gagnais la plupart du temps le meilleure chorégraphie de la soirée. J'ai tellement de certificats et de trophées de meilleur poseur. Moi, j'aime ça, la scène. J'ai hâte d'embarquer sur la scène. Ça me stresse pas. Moi, je suis en arrière. Je dis, oh, c'est mon tour. Tu es excité par ça? Ouais, je suis excité. Mais tu es toujours en shape, en fait. Je t'ai jamais vu en compétition, ou alors tu n'es pas de cette catégorie de bodybuilder qui va prendre 20 kilos. Non. Et ensuite perdre. Tu arrives quand même à construire, à maintenir ta masse, parce qu'il y a 10 ans, je ne sais pas si tu étais encore plus, tu étais moins impressionnant qu'aujourd'hui. Tu continues, même à prendre de la masse à ton âge. Ouais, tu vois, moi j'ai un métabolisme excessivement rapide. Et j'ai pas l'appétit qui match mon métabolisme. Ah, ok. Donc, je pense qu'on est dans la même catégorie. Ouais, j'ai jamais été un culturiste énorme pour ma grandeur. Donc moi, je suis 5 pieds 6,5, je compétitionne entre 198 livres, 205 livres. Je sais pas comment ça fait en kilos, j'ai 91 kilos environ. Et pour moi, gagner la masse musculaire, c'est très dur parce qu'il faut que je mange des quantités énormes de nourriture et j'ai pas nécessairement l'appétit qui match. Donc, comme j'ai déjà expliqué à quelqu'un, contrairement à quelqu'un qui diète et qui doit pas manger quand il a faim, manger quand tu n'as pas faim, c'est plus dur. C'est plus dur. Parce que tu as faim, tu es supposé de ne pas manger, bon, tu peux penser à quelque chose d'autre, faire une activité, ça va partir. Manger quand tu n'as pas faim, tu n'as pas le choix de t'asseoir devant ton assiette, et puis tu dis, bon, mais ça doit rentrer. Et puis là, ça roule dans la bouche, et ainsi de suite. Donc, il faut le digérer aussi, parce que quand tu te forces à manger, je ne sais pas si tu l'as remarqué, il faut aussi le digérer, l'assimiler. Ouais, c'est pour ça qu'on prend les enzymes digestives, le pâté d'hydrochloride pour augmenter l'acide hydrochlorique dans l'estomac, pour l'assimilation, parce qu'on you are what you eat, non, you are what you assimilate. Fait que si tu n'assimiles pas ta bouffe, ça ne fait pas grand-chose. Donc pour moi, très dur de gagner la masse musculaire, donc je peux partir des 3 mois, ok, je me mind et puis je mange, après ça je viens écœuré de manger de la bouffe, donc mon poids drop. Donc moi j'ai qu'est-ce qu'on appelle un physique classique avant que physique classique devienne une chose. Parce que maintenant, la catégorie classique physique est très populaire. C'est la catégorie où il y a eu le plus de compétiteurs cette année à l'Olympia. Okay. Et c'est justement ça, les shapes plus classiques, petite taille, grosse épaule. Les shapes plus assez... dans les années 80 en fait. Ouais, c'est ça, les shapes plus assez atteignables, les Labrada, les choses comme ça. Ouais. Et puis c'est une excellente idée. Mais moi, je compétitionnais dans le temps que ça n'existait pas et j'ai toujours eu la shape classique. Ouais. Oui, je pourrais faire un comeback, mais ça me donnerait quoi à mon âge? J'ai 48 ans maintenant, compétitionner contre des gars de 20 ans. Puis c'est tellement un sport qu'il n'y a pas d'argent dedans. Donc pour moi, c'est vraiment la passion. C'est vraiment la passion. Et puis j'en ai tellement fait que
C'est pas comme si, genre, il y a des choses pas finies, pas accomplies. Non, j'ai pas mal accompli ce que je voulais faire. J'ai jamais voulu gagner une Monsieur Olympia, mais j'ai gagné un championnat mondial en 2005. C'est parfait. J'ai gagné ma carte de IFBB. Je me suis placé dans les top 10 dans tous les concours que j'ai fait IFBB. Je suis content de ça. Dans tous les cas. C'est ça. Je suis content de ça. J'ai mon statut professionnel. Comme je dis, j'ai jamais eu l'aspiration de vouloir être le meilleur au monde dans la IFBB. Où ce que je suis rendu là, ça me plaît. Je ne suis pas nécessairement faire plus. J'ai beaucoup d'athlètes qui compétitionnent et quand ils gagnent, c'est comme si un petit peu je gagnais, donc je me contente de ça. Donc tu confirmes que pour gagner de la masse, le secret, en fait, c'est manger. Manger des aliments solides. Manger et sommeil. Parce que si tu dors pas, écoute, c'est une pyramide. De côté, tu as l'entraînement, soit optimal, pas trop, pas assez. L'autre côté, c'est la nutrition. Et en bas, c'est sommeil, stress. Donc, le stress est très important parce que ça génère du cortisol. Tu peux nous en dire un petit mot sur le cortisol? Ouais. Ton corps produit quelque chose qui s'appelle le pregnenolone, qui est le matériel pour soit construire du cortisol ou de la testostérone. Et tu as une quantité limitée de pregnenolone. Donc, quand tu es dans une situation stressante, ton cortisol monte. Bon, ton pregnenolone est utilisé pour faire le cortisol. Donc, quand ton cortisol est élevé, ta testostérone est basse. Parce que ton pregnenolone est utilisé pour construire le cortisol. Quand quelqu'un s'en va en vacances, qu'est-ce qu'il dit? Ah, j'ai baisé ma femme 5 fois par jour. Pourquoi? Tu n'as pas le stress du quotidien, tu es en vacances. Donc, le cortisol est bas. Ça te laisse plus de pregnenolone pour manufacturer de la testostérone. Donc, c'est pas le fait que tu es en vacances, c'est juste le fait que tu n'es pas stressé et que tu as plus de testostérone disponible, donc la libido monte. Tu peux jamais être stressé et avoir un taux de libido qui est élevé, à part si tu prends les anabolisants. Mais si tu te fies à ta propre production de testostérone, le stress est ton pire ennemi. Parce qu'à chaque fois que tu es stressé, ton taux de testostérone est à la baisse. Et c'est valable pour les femmes aussi. Oui. Parce que le stress donc, engendre du cortisol, donc, et tu n'arrives plus à perdre de poids. Alors. Et les femmes produisent tellement peu de testostérone à la base, donc tu as souvent des femmes qui sont froides et pas de libido parce qu'ils sont trop stressés. Donc le stress, c'est pas une mauvaise chose, le cortisol. Il faut juste que tu l'aies au bon temps de la journée. Donc la raison pourquoi tu t'ouvres les yeux le matin, c'est que tu as naturellement une hausse de cortisol. Et la journée avance, le cortisol est supposé baisser vers le soir et ta mélatonine prend le dessus. Si tu as de la misère à t'endormir le soir, c'est que ton cortisol est trop élevé le soir. Si tu as de la misère à te réveiller le matin, c'est que ton cortisol n'est pas assez élevé le matin. Donc, cortisol, tu veux l'avoir élevé le matin, tu veux l'avoir élevé avant tes entraînements parce que ça l'excite. Mais après les entraînements et le soir, tu veux baisser le cortisol au maximum. Tu as le cortisol naturel en fait qui est lié au jour et à la nuit. Oui. Et tu as le cortisol qui est, lui, non naturel, qui est lié à toutes les perturbations que l'on a dans la journée. Tous les stimuli négatifs, cet énervement, les embouteillages, et puis tout, les pollution, on peut ça dirty energy, la lumière bleue. Tu sais, juste la lumière bleue le soir. La lumière bleue, donc c'est la lumière des écrans. La lumière des écrans, donc tu peux t'acheter des True Dark Glasses que tu mets qui coupent la lumière bleue. Dans ton cell, tu peux enlever la lumière bleue à partir de telle heure jusqu'à telle heure. Donc, si tu as la lumière bleue le soir, ça va jouer sur ton système endocrinien, ça va jouer sur ton cycle circadien, ça va jouer. Il y a des répercussions. Le rythme circadien, donc c'est le jour, la nuit. Voilà. Tu es quelqu'un qui lit beaucoup? Oui. Là, tu as 2 beaux ouvrages? Ouais. Le soir, la meilleure chose à faire le soir... Tu consommes en fait des livres en fait, papier. Le soir, pour m'endormir, des livres, surtout biographiques. J'aime lire le matin des choses éducatives et le soir des choses plus genre biographiques par rapport avec nécessairement l'entraînement, nutrition. Oui, pour te détendre. Tu peux nous donner, pour terminer cet entretien, tu peux nous donner... je dirais un mode alimentaire de base pour prendre du poids, combien de repas par jour, combien d'encas, tu peux nous dire un petit peu, le petit déjeuner par exemple? Ouais. Le déjeuner est très spécifique chez moi, j'ai appris ça de Charles Poliquin. La première chose qui atteint ton estomac le matin, si c'est de la nourriture, doit être haut en protéines animales pour monter ton taux de dopamine. Ta dopamine de ton neurotransmetteur qui est relié à
ta motivation et ton attention. L'acétylcholine aussi. Donc, on aime manger des noix et de la viande le matin. Ou des œufs? Les œufs, si on fait des tests d'intolérance alimentaire, les blancs d'œufs et les jaunes d'œufs sortent souvent. Et c'est la plupart du temps une fausse intolérance. Le fait que les œufs ne sont pas nécessairement croquants, on a tendance à ne pas les mastiquer assez. Mais le processus de digestion commence dans ta bouche. Donc, ta salive qui a les enzymes mammillaires et tout, aide à décortiquer la protéine. Donc, tu avales la protéine, ça fait moins grosse protéine à décortiquer dans l'estomac, donc ça s'assimile mieux. Mais quand tu fais la Rocky, tu prends les blancs d'œufs, tu cales, et où tu manges tes œufs très rapidement et tu ne mastiques pas beaucoup, ça fait une trop grosse protéine à décortiquer, ton système immunitaire pense que c'est ton intrus, il attaque, ça fait une réponse inflammatoire. Donc, nourriture solide. Nourriture solide, viande, œuf, pour monter ton acétylcholine et ta dopamine, ça va te donner ta motivation, ton attention jusqu'à la fin d'après-midi. Donc, si tu ne veux pas bien partir de ta journée, dire « T'as fait, amène des projets! » Viande noire. Si tu manges des glucides le matin, il y a un test que tu peux faire. Tu prends un samedi matin, un dimanche matin. Bon, samedi matin, tu te lèves, tu mets ton... Tu dis, bon, sur une échelle de 1 à 10, mon énergie est à 5 en me levant. Parfait. Mange viande et noix, attends 1 heure et check ton taux d'énergie. Bon, 1 heure après avoir mangé une noix, mon énergie est à 8. OK? Tu as une amélioration. Le lendemain matin, lève-toi, bon, mon énergie en me levant, moi je suis encore à 5 sur 10, parfait. Mange des crêpes avec du sirop d'érable, quelque chose de très riche en glucides. 1 heure après, regarde ton taux d'énergie. Si tu es rendu à 3 et tu as juste le goût de retourner te coucher, les glucides ne sont pas tes amis. Donc, tu peux tester sur toi en fait, c'est ça tu peux tester sur toi, Donc, viande, noix le matin pour tout le monde, sans exception. Les noix aident à régulariser l'insuline, donc c'est de bons lipides aussi. C'est de bons lipides, c'est ça. Puis tu varies tes noix. Je dis, bon, ben, un matin des cachous, le matin des amandes, le matin des noix de Brésil, le matin des noix de Grenoble. Tu varies parce que tu manges jour après jour les mêmes aliments, tu risques de développer une intolérance alimentaire. Donc, il faut être le plus de variété possible. Donc, viande, noix le matin. Et quand on parle en général, on parle environ 70% de la population, s'ils veulent prendre de la masse musculaire, un bon ratio serait environ 40% glucides, 30% protéines et le reste 20% en lipides. 30% de lipides. Comme ça, c'est quand même important, mais ils sont un peu diabolisés dans notre monde alimentaire moderne. Oui, les lipides. Moderne, mais... Tu veux une bonne production hormonale, tu as besoin de lipides, ton corps produit la testostérone avec le cholestérol. Donc le cholestérol, la plupart du monde, ils sont dans le champ. Oh, taux de cholestérol, Il y a autant de personnes qui meurent d'une maladie cardiovasculaire qu'un taux de cholestérol qui est à la base. Ici, tu vas sur les drogues, les statines, tu as un gros risque de dépression. Donc, est-ce que c'est une bonne affaire? Les statines sont bons chez certaines personnes, donc c'est... Faut pas dire non, pour moi. Chez certaines personnes en ont besoin, mais chez la majorité, faut pas, parce que le cholestérol est très régularisé dans le système. Donc si tu manges beaucoup d'aliments riches en cholestérol, ton corps produira pas beaucoup de cholestérol. Mais si tu manges aucun cholestérol, ton corps va produire beaucoup de cholestérol. Donc ton cholestérol sérum sanguin va rester relativement pareil. Quelqu'un qui va manger beaucoup de cholestérol, son LDL risque de monter, mais son HDL va monter aussi, donc c'est pas grave. Certaines personnes, le LDL va monter, mais là tu regardes la grosseur de particules de LDL et la quantité. Donc ça augmente la quantité des particules LDL, pas une bonne idée. Ou sa quantité de particules plus denses et plus petites, là c'est pas une bonne idée. Mais si c'est des grosses fluffy, ça n'y a pas de trop, ça reste pas nulle part, t'as pas un risque accru de problèmes de santé. Donc le cholestérol c'est une chose. Mais pour prendre la masse musculaire, c'est sûr qu'il faut avoir un peu de glucides, idéalement. Donc une diète cétogène pour prendre la masse musculaire n'est pas idéale. Donc, les bons glucides, les glucides à index glycémique bas, les bons lipides comme l'huile de coco. L'huile de coco, l'huile d'avocat, le beurre, les ghee. Tout ça, c'est des choses qui sont bonnes. Qu'est-ce que tu penses de toute la supplémentation qui a quand même explosé depuis ces 20 dernières années qu'on voit aujourd'hui? On n'a plus le choix de bien se supplémenter maintenant parce qu'on n'est plus là à 100 ans où on avait tous les micronutriments nécessaires dans le sol. Avant, tu avais environ 16 micronutriments dans le sol, maintenant tu en as environ 3. Donc,
Si tu regardes une pomme de laitue bio, il faut avoir à peu près 6 pas bio pour avoir le même nombre de phytonutriments. Donc, en fait, protéines, glucides, lipides, c'est la même chose. Donc, ceux qui disent organique, pas organique, bio, pas bio, c'est la même chose. Si tu regardes seulement les macronutriments, ouais, c'est la même chose. Mais c'est les phytonutriments qui sont différents. Puis ça c'est la vitalité de ton aliment. Donc, oui, il y a certaines choses qui valent pas la peine d'acheter nécessairement bio. C'est quelque chose qui a une grosse pleure, donc un melon d'eau, je ne jetterai pas un melon d'eau bio. Ou l'avocat aussi. Un avocat, mais des petits fruits, des choses comme ça, oui, tu veux bio, le plus possible. Parce que le load de tous ces produits chimiques, les pesticides, herbicides, joue sur son système endocrinien et s'accumule dans les... Et encore là, chaque personne est différente. Une personne peut avoir un système de désintoxication tellement efficace que lui, ça n'a pas de problème. Il y a du monde qui ne sont pas aussi chanceux et que les toxines sont magasinées. N'oublie pas, les toxines du corps sont magasinées dans le gras corporel. Donc, plus tu as du gras, plus tu es toxique. C'est les perturbateurs endocriniens, tu verras les voilà. Par rapport à ça. Et même chose, quand tu prends le monde qui sont vraiment obèses, le monde de 800, 900 livres, là, et puis ils font rapetisser l'estomac. Qu'est-ce qu'ils ne racontent pas souvent, c'est que 2-3 ans plus tard, ces personnes-là ont décédé. Parce qu'ils ont tellement perdu de gras rapidement que toutes ces toxines-là, emmagasinées dans leur réserve de graisse, dans le tissu adipeux, c'est remis en circulation dans le système avant de pouvoir être éliminé. Et si tu n'as pas un bon... parce que ton foie a comme 2 phases de désintoxication. La première phase utilise beaucoup de vitamines, minéraux. La deuxième, c'est beaucoup d'aminoacides. Si tu n'as pas une bonne transition de la phase 1 à la phase 2, tu t'intoxiques au fur et à mesure et puis tu finis par mourir d'une crise cardiaque, quelque chose comme ça, parce que le corps dit trop de toxines, j'ai pas la capacité d'éliminer assez vite. Donc, la personne s'intoxique, mais occupe moins de place dans le cercueil parce qu'ils ont perdu beaucoup de poids. Donc. C'est un deal. Hein? J'ai vu sur ton Instagram, ce sera ma dernière question, parce que tu m'as accordé beaucoup de temps, je te remercie. Tu as fait la promotion de Sens. Oh, je la vois ici. Ouais, le CBD. Le CBD? Ouais. Donc le CBD, c'est ça, c'est de l'huile de cannabis alors? C'est de l'huile de cannabis, ouais. Donc ça a été dépénalisé en fait au Canada, ouais. Mais avec le THC. Hein, donc il y a 2 sortes, c'est ça Ouais, tu as 2 composantes majeures, tu en as plus, mais les 2 qu'on connaît le plus, dans le cannabis, c'est le THC, qui est l'agent psychoactif, et le CBD. Le CBD est un excellent anti-inflammatoire. Et pour les personnes qui souffrent d'anxiété, le CBD est de loin la meilleure chose que j'ai vue en 30 ans de pratique. C'est vraiment remarquable. Comme agent anti-inflammatoire, c'est excellent. Ça l'aide à régénérer les neurones du cerveau. Donc, ça t'aide à te rendre un peu plus... Tu crois que le monde en a besoin aujourd'hui? Oh, tellement. Ça sera un autre sujet qu'on développera tous les deux. Ouais. Dans le CBD, le dernier séminaire que j'ai suivi avec Charles Poliquin, quelqu'un lui a posé la question quel est le futur du fitness, et Charles a répondu les peptides et le CBD. Okay. Donc c'est formidable agent. On est chanceux ici au Canada, on a finalement décriminalisé le cannabis. Donc on peut en avoir en vente libre. Donc moi, j'en donne à mon père, j'en donne à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment les 2 fonctions principales, c'est anti-inflammatoire, régénération donc des cellules du cerveau, après pas mal de petites choses aussi à côté. Ouais, on peut les utiliser pour les animaux. Augmente le deep sleep durant ton sommeil. Donc le THC t'aide à t'endormir plus vite, mais va t'empêcher d'avoir le REM sleep. Le CBD, par contre, va augmenter ton temps de deep sleep. Donc, le plus récupérateur ton sommeil peut être, meilleure va être ta santé. Exactement. Parce que toutes tes fonctions cognitives, endurance, force, tout baisse de 30% si tu as moins de 6 heures de sommeil. Donc c'est très, très, très important d'avoir une bonne qualité de sommeil. Et moi, avant, je posais la question à mes clients, bon, est-ce que tu te lèves durant la nuit pour aller uriner? Oui. J'ai changé ma question maintenant pour combien de fois par nuit tu te lèves pour aller uriner, peu importe. Parce que tout le monde se lève dans la nuit, tu n'es pas supposé. Tu es supposé d'avoir un sommeil assez profond que tu t'en rends pas compte. C'est sûr que si tu cales 4 litres d'eau par jour avant d'aller te coucher... Moi, je bois beaucoup de tisane avant de me coucher aussi. C'est ça, il y a des bons... Tu essaies de boire le plus de bonheur dans ta journée et le soir, boire un peu moins pour que ta vasopressine soit assez
bonne pour te toffer la nuit. Tu peux te lever et puis te rendormir de suite aussi. Ouais, mais... les cycles de sommeil. Donc, ton cycle de mélatonine stoppe après 3 secondes d'être éveillé. Donc ça ne prend pas grand-chose. Donc, le meilleur conseil que je peux donner pour le sommeil est ta chambre noire. Ça, je me souviens. Tu m'as dit, mets ta main devant ta face et tu vois la silhouette de ta main, il fait pas assez noir. Ouais. Aucune luminosité, même pas les petites lumières, là, le cadran, tu le tournes de côté. Et essaie d'avoir rien d'électrique dans une prise de courant. Pas le téléphone portable allumé, le Wi-Fi coupé. Ouais, le Wi-Fi coupé. J'ai un de mes clients qui a acheté l'appareil qui check les ondes. Ouais. Et puis il a mis le vidéo sur Facebook. Et puis il rentre chez eux, il parle le micro-ondes et tu vois les ondes montent. C'est pas tous les micro-ondes qui laissent passer les ondes, mais le sien oui. Ouais. Et puis ça montait. Et puis il a arrêté, et puis il dit ah, ça c'est pas pour ça que j'ai fait les vidéos. Maintenant, checker le Wi-Fi. Juste le Wi-Fi, la ligne dans le rouge, incroyable. Et puis maintenant avec le 5G qui s'en vient, je sais qu'il y a certaines places comme Belgique qui l'ont banni, tant mieux. Mais ça va être tellement néfaste pour la santé de 5G. Il y a des électrosensibles aussi, des gens qui sont très sensibles à ça. Très. Nous, on fait des tests musculaires en kiné appliqué, et puis je peux tester un muscle, voir s'il est fort. Je peux prendre mon téléphone cellulaire, je mets n'importe quelle vidéo YouTube, je le mets sur le muscle que je teste, je reteste, et puis tu es rendu faible. Donc, idéalement, quand tu t'entraînes avec un téléphone sur toi, tu t'affaiblis, tu augmentes ton risque de blessure. Donc... Et combien il y a de personnes aujourd'hui qui ont leur téléphone collé aussi avec, tu sais, sur le bras, avec... Donc ça aussi... Mais dis-toi, si tu as un téléphone collé sur le bras, puis tu fais des biceps, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Tu mets les chances de ton corps. Écoute, c'est tellement dur déjà de gagner la masse musculaire et puis perdre du gras. Faut que toutes les conditions soient là. Donc, si tu sais quelque chose que tu fais va à l'encontre du résultat que tu veux obtenir, donc pourquoi tu le fais? Donc on est face quand même à beaucoup de problématiques, hein, les ondes, le sommeil, l'alimentation, la gestion du stress. Ouais. C'est pas mal d'affaires. Ouais. C'est des choses de base. Puis un médecin, tu n'en parleras pas de ça. Non. Tu rentres dans le bureau d'un médecin, tu vas passer en moyenne aux États-Unis, c'est 8 à 12 minutes. Et puis, qu'est-ce qu'il a le temps de savoir en 8 et 12 minutes? Il ne te posera pas de questions sur ton style de vie, ton sommeil, ta nutrition. Je pense que les docteurs ont 1 heure de nutrition de cours durant quelques heures, ils sont pas formés à ça. Il faut comprendre, ils sont dans une situation délicate. Un médecin a en moyenne 2500 patients. Donc, il n'y a pas le choix de bosser pour avoir le plus de monde possible parce que les compagnies d'assurance demandent qu'il y ait un certain ratio de personnes qui voient. Tu as une famille, tu as tout. Donc, c'est rare les médecins qui, après faire le 16 heures de boulot et puis de papier, qui vont aller à la maison, ouvrir leur ordinateur, aller sur PubMed et essayer de voir c'est quoi les nouvelles recherches. Non, les formations qu'ils ont, c'est les représentants pharmaceutiques qui se déplacent à leur lieu de travail, donc comme ça, il n'y a pas besoin de prendre du time off, et puis ils disent hey, écoute, tu as tel patient qui a tel symptôme, ben moi j'ai une pilule pour atténuer les symptômes, mais tu n'enlèves pas la cause. C'est pour ça que moi je préfère la médecine fonctionnelle, c'est que tu vas à la source du problème. Médecine préventive, on a le même cas en Europe, on a la même problématique en Europe. Ouais. Tu décris ici aux États-Unis, au Canada. Et donc c'est toute cette médecine préventive et la base c'est l'alimentation, compréhension du corps. Merci beaucoup pour cette grosse vidéo là, on a abordé beaucoup de sujets. J'aimerais bien les approfondir avec toi si tu veux. Certainement. Est-ce que tu fais du coaching à distance? Ouais, je fais de plus en plus de coaching online. J'ai été réticent pendant des années de le faire parce que ma pratique est très hands-on, donc je prends pourcentage de graisse, comme j'ai dit, avec les pinces. Ça me permet de déterminer le profil hormonal, mais en ligne, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Je fais beaucoup de kiné appliqué, je fais du muscle testing que je ne peux pas faire quand je fais en ligne. Donc, mon suivi en personne est 1000 fois plus précis qu'en ligne, mais il y a une grosse demande de faire en ligne. Donc, j'en fais de plus en plus. Parce que plus choix, je suis limité avec le temps que je peux à aider le nombre de monde que j'aimerais. Donc, oui, en ligne, j'en fais de plus en plus. Je suis en train de peaufiner et perfectionner mon système pour avoir le meilleur service possible. Donc, si du monde me contacte pour ça, ça ne sera pas prêt tout de suite parce que je suis en train de tout restructurer. Mais oui, je fais en ligne.
Mais si vous êtes capable de venir en personne ici, venez surtout au Pro Gym. Au Pro Petit Gym. mot sur cette salle quand même assez extraordinaire. Toi, ça fait longtemps que tu es ici. Moi, ça fait 18 ans, je me rappelle sur mes 19 ans ici, au Pro Gym. On est le plus gros gym au Canada. On était le plus gros gym au monde un certain temps. On a même un gym dehors maintenant, c'est incroyable. Donc, on est la mecque du fitness au Canada. Puis j'en suis très fier d'être ici. C'est un gym formidable. Et puis si vous avez l'opportunité de venir me faire un petit coucou ici, oui, vous aurez l'occasion de croiser Larry et puis de me croiser moi. Moi, je suis ici au printemps et à l'automne et c'est toujours une joie d'être ici. Je retrouve de la motivation. C'est vraiment, il y a une énergie qu'on retrouvait aussi dans les salles il y a une vingtaine d'années, tu vois. Ouais, le mindset, parce qu'il y a plusieurs gyms qui sont bons, mais l'attitude, ici c'est pour vrai. C'est l'entraînement là, sérieux où la plupart des pro IFBB s'entraînent ici. La motivation ici est beaucoup plus haute que tout autre gym. Je confirme. Ouais. Merci Larry. Ça fait plaisir, Gilles. Merci beaucoup. Merci.